Le quatrième lieu, un balado réalisé par l'équipe du Square de la Grande Bibliothèque, où l'on discute avec des artistes numériques d'ici de leur parcours professionnel et où ils vous donneront des conseils pour vous inspirer, vous, les artistes de demain. Bonjour tout le monde et bienvenue au quatrième lieu, le podcast du Square. Mon nom est Jules-Antoine Demers et je suis technicien en nouvelles technologies. Je m'intéresse tout particulièrement à la bibliothéconomie et à l'inclusion sociale. Quatrième lieu pour moi, c'est une façon de rejoindre les jeunes et de leur présenter une variété d'invités inspirants. Donc aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir un invité maison, Mathieu Laporte. Mathieu est présentement coordonnateur au Square. Il est aussi médiateur, consultant, formateur et conférencier. Il vient discuter avec nous de design interactif, du milieu de la fabrication numérique, ainsi que de son parcours en mode et en droit international. Donc bonjour Mathieu, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Cool. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? Ben oui, moi c'est Mathieu. Je suis coordonnateur pour le Square Banque Nationale. Puis, mes champs d'intérêt, en fait, je dirais que je tripe beaucoup sur tout ce qui est ameublement interactif. OK. C'est quoi à peu près? C'est quoi le... En fait, j'aime l'idée que nos objets de tous les jours puissent nous répondre, qu'on puisse avoir une interaction avec eux, soit pour mesurer des données, récolter des données sur nos comportements ou simplement développer une relation différente avec les objets de tous les jours. OK. Fait que les objets connectés ou ce genre de trucs là. Absolument, oui. Parfait. Fait que là, tu nous dis que tu es coordonnateur dans un Fab Lab Media Lab qui est le Square. Fait que pour le public, peux-tu nous expliquer un peu plus c'est quoi un Fab Lab, un Media Lab, puis à quoi ça sert? Ben, absolument. En fait, un Fab Lab, c'est un laboratoire de fabrication numérique qui est lié à un réseau international qui nous vient du MIT, qui a été créé par un professeur là-bas au travers d'un cours qui s'appelait How to Build Almost Anything. Ce cours-là avait tellement de popularité que le professeur s'est dit on devrait développer des lieux dans lesquels les gens puissent venir, puis développer leur capacité de passer d'une idée à l'objet, puis de construire presque n'importe quoi aussi. Donc l'idée a vraiment pris de l'ampleur, puis s'est dispersée dans un réseau à travers le monde, puis a monté en capacité. Puis maintenant, on peut dire qu'un peu partout dans le monde, le citoyen, l'individu peut aller au Fab Lab, puis créer des solutions à ces réalités. Mm-hmm. Puis la différence, mettons, on parle de Fab Lab, on parlait aussi de Media Lab. C'est quoi, mettons, la différence entre les deux? Dans ma tête, en fait, on peut l'approcher d'une façon similaire. Si dans un Fab Lab, on parle d'objets, donc ce qui va sortir, par exemple, d'un ordinateur à l'ère numérique, le Media Lab, lui, on va se concentrer sur ce qui reste dans l'ordinateur. Par exemple, on est à une époque, une ère où on veut contribuer au développement du web de différentes façons. On veut communiquer, on veut des parties prenantes actives. Le Media Lab permet à ce même citoyen-là de développer ses solutions, de développer ses projets dans un contexte où il va vouloir les diffuser à l'ère du web là, 2.0 ou X.0. Fait que dans le fond, le Media Lab, le Fab Lab deviennent des endroits où est-ce qu'on peut dire qu'on va démocratiser les technologies? Absolument. On va démocratiser les technologies, on va aider l'individu à être en mesure de passer d'une idée à un objet ou à un projet multimédia. On va aider ces mêmes gens-là à développer leur esprit critique de ces produits-là, multimédia ou objets qu'ils vont consommer par une maîtrise de leurs moyens de production. Donc, ça va plus loin que le simple accès aux outils technologiques, mais il y a une propension qui va plus loin de ce que je comprends. Du moins, de mon point de vue, puis je pense du point de vue du Square aussi, là, on aime beaucoup mettre l'emphase sur le processus, la capacité à produire l'objet qui va passer bien avant l'équipement ou la machine. Aussi, quand on commence à regarder un peu c'est quoi les Fab Labs, on parle souvent de culture maker en parallèle. Je me demandais si tu pourrais nous définir un peu c'est quoi selon toi, de quoi on parle quand on parle de culture maker? Oui, dans ma tête, un maker, c'est pas juste un geek devant son ordi qu'on pourrait imaginer dans son sous-sol ou quelque chose comme ça. Dans ma tête, le cercle des fermières, c'est des makers. Donc, on est vraiment dans une vision dans laquelle
créé de ses propres mains, nous donne du pouvoir sur notre réalité, puis c'est ça qui nous fait devenir des makers. OK, parfait. Fait que si on se dit pour être un maker, faut simplement être capable de réaliser ses idées puis les... Oui, ou du moins avoir envie de le faire, puis après ça, qu'on soit capable ou pas, on peut toujours apprendre. Mm-hmm. Cool. Fait que toi, j'imagine, à travers ta carrière, tes études, tes expériences de travail, tu as participé à plusieurs projets, tu participes encore à plusieurs projets. Est-ce qu'il y en a qui te rendent particulièrement fier, dont tu aimerais nous parler aujourd'hui? Bien, c'est sûr que le Square, c'est définitivement un projet qui me remplit de beaucoup de fierté. Je pense que le lieu a beaucoup évolué dans les dernières années. Je pense que toute l'équipe, on est vraiment à l'avant-garde du milieu. Donc, je pense qu'on a de quoi être vraiment fiers. C'est sûr que dans mes projets personnels, j'ai eu la chance de collaborer avec d'autres designers pour développer des objets interactifs, des expériences interactives. Donc, de travailler avec des équipes multidisciplinaires dans des contextes de projets d'envergure, c'est vraiment toujours très motivant, très inspirant. Puis, évidemment, les programmes de formation qui viennent avec le milieu des Fab Labs. Donc, tout ce qui nous vient là, du MIT, c'est des programmes qui sont quand même assez exigeants. Donc, réussir à le finir, c'est déjà une super bonne fierté. Oui, parce que tu as terminé, t'as fait le Fab Academy puis Fabric Academy. Peux-tu nous parler un peu de ces formations-là? En quoi ça consiste? Puis c'est quoi la différence entre Fabric Academy et Fab Academy? Absolument. Donc, il faut comprendre que dans un Fab Lab, on n'est pas dans un lieu où on a accès à différentes machines, mais on se met plutôt dans un optique où on a accès à un écosystème de machines. Donc, par exemple, si je me dis l'imprimante 3D à elle seule, elle a ses limites. Par contre, si j'ajoute à ça une maîtrise de certaines techniques en électronique ou de moulage, mais soudainement, mon projet devient d'une plus grande envergure, beaucoup plus complexe, beaucoup plus cohérent peut-être avec l'idée que j'avais à la base. Puis ces programmes-là, Fab Academy, permet en fait d'être capable de créer un objet pour différentes machines, mais aussi, pas juste individuellement, mais de créer des objets qui utilisent plusieurs de ces techniques-là au même moment. Puis ça, c'est assez particulier. Il n'y a pas beaucoup de formations qui offrent ça. Normalement, on va trouver des formations très précises sur l'utilisation de l'imprimante 3D, par exemple, mais pas dans un contexte multitechnologique ou écosystémique. Puis Fab Academy permet de le faire. C'est vraiment grâce à ce cours-là que j'ai été capable de percevoir le potentiel de cet écosystème-là. Puis de dépasser une vision équipement. Puis sinon, Fabric Academy, c'est un peu le même principe, mais on se concentre plus sur ce qui est de la fabrication souple et textile. Principalement textile, il faut comprendre que le milieu de la mode, c'est un milieu qui est très polluant, très peu socialement responsable. Donc, en tant que maker, en tant que personne qui veut développer ses solutions, développer des solutions innovantes, de pouvoir parler de textile, je pense que ça devient vraiment important. Par exemple, quand on parle de coloration de vêtements, mais c'est très polluant. Donc, on a une critique du passé, on a une critique du présent. On va aller analyser le passé, retourner à des méthodes ancestrales de teinture. On va les expérimenter en laboratoire. Mais on va aussi avoir une vision vers le futur. On va essayer de la teinture à partir de bactéries, par exemple. Des techniques qui vont normalement être réservées aux laboratoires de recherche ou des laboratoires de plus haut niveau. Bien, en Fab Lab, on les ramène au niveau citoyen et on l'essaye ensemble. Ça, je trouve ça assez fort. Puis au point, c'est que tu dis que c'est très important, au point où ils ont décidé de faire une autre branche carrément de formation. Oui. C'est-tu parce qu'il y avait vraiment un besoin, les besoins étaient différents ou parce que les besoins étaient assez importants pour qu'ils décident de faire une autre école avec ça? Premièrement, oui. Puis sinon, je pense qu'on rejoint des personnes différentes aussi. Un programme comme Fab Academy, ça peut faire peur à beaucoup de gens. Mais quand on l'approche par le textile, soudainement, ça devient très imagé pour l'individu. On se rend compte que du textile, il y en a partout autour de nous.
la fabrication souple, il y en a partout autour de nous. Puis soudainement, ça nous paraît, j'ai l'impression, plus concret. Donc, les gens qui vont participer à des programmes comme Fab Academy ont souvent un profil très différent de ceux qui vont participer à Fab Academy. Qui vont souvent être plus, avoir beaucoup plus de participants filles, des femmes dans ce programme-là. Donc, c'est une porte d'entrée vers la fabrication numérique pour les filles dans beaucoup de cas. Puis ça, je trouve ça très intéressant. Vraiment. Puis tu parlais aussi du fait que dans le cadre de plusieurs projets, ceux que tu as beaucoup aimés, c'est des projets où tu as été capable de travailler en coopération avec d'autres designers. De ce que je comprends, c'est-tu quelque chose qui est très présent dans la culture maker, justement, d'aller chercher des expertises, de ne pas nécessairement être expert dans tout, ou de s'entourer pour faire des projets qui vont être mis en commun avec les différentes connaissances de chaque partie prenante? Absolument. C'est vraiment la base, à mon avis. Moi, avec le parcours que j'ai, je suis un généraliste en termes de technologie. Donc, je ne suis pas un spécialiste. J'ai besoin de l'aide des gens. Je suis capable de comprendre le langage de chacun. Je peux parler à un programmeur, par exemple. Je peux parler à un designer industriel. Je peux parler à différents métiers. Par contre, je ne suis pas le meilleur dans chacun de ces métiers-là. Donc, d'être en mesure... Puis je pense que c'est... que quand on se spécialise dans quelque chose... on a besoin de l'aide du généraliste d'une certaine façon. Puis vraiment, on entame un dialogue qui nous permet d'aller vraiment plus loin. Moi, je vais faire le lien entre les différents métiers. Par contre, je ne vais jamais prendre le dessus ou je ne vais jamais remplacer ce métier-là. Puis en assumant cette vision-là, on peut vraiment passer à des projets de beaucoup plus grande envergure. Puis, dans le fond, on voit aussi avec ton parcours, justement, l'idée d'être un peu d'aller chercher différents acteurs pour faire des projets en Fab Lab. Mais on remarque aussi qu'il y a une grosse portion de ton travail, ça a été souvent d'informer, d'éduquer le public, de faire des formations, que ce soit par le travail tu as fait des conférences, tu as été consultant pour différents organismes qui voulaient, par exemple, qui s'intéressaient au Fab Lab, tu as donné des formations, etc. Est-ce que tu t'es donné un peu comme mission de faire connaître les Fab Labs au Québec? J'irais pas jusque-là. Je me mettrais pas autant de pression sur les épaules. Je pense que j'ai été super chanceux de tomber sur Communautique, qui était mon premier employeur dans le milieu, qui avait cette mission-là. Donc, j'ai vraiment eu la chance d'évoluer puis de connaître les Fab Labs dans un contexte où l'éducation tout au long de la vie était une valeur fondamentale. Ça a vraiment teinté tout mon développement puis toutes mes valeurs, si on veut. Donc, je dirais que c'est un peu comme une chance d'être tombé sur ces gens-là qui m'ont permis d'arriver où je suis, en gardant toujours une vision citoyenne. Mais c'est vraiment grâce, là, c'est vraiment grâce à cet organisme-là. Ça vient pas de moi. OK, dans le fond, ils t'ont comme un peu passé le flambeau, puis de continuer. Oui, puis je pense qu'ils l'ont bien fait depuis tellement longtemps que le travail a été bien facilité. J'ai été formé dans un contexte qui était, à mon avis, idéal pour pouvoir développer ce type de discours-là. Puis justement, ce discours-là, tu sais... penses-tu que les enjeux qui sont liés au Fab Lab, est-ce que ça progresse? Tu vois-tu que ça prend de l'ampleur au Québec ou ça... Comment ça progresse, en fait? Bien, je pense que ça progresse très bien. C'est sûr qu'il y a toujours des endroits où ça va progresser plus vite. Mais je pense qu'on avance très, très bien. On a un réseau qui est très différent du reste du réseau mondial aussi. On a notre propre saveur. Je suis très fier, je dirais, de ce qui se développe. La coopérative Fab Lab Québec a vu le jour cette année. Donc, depuis longtemps, on essayait de se mettre en réseau puis de se regrouper. Puis c'est quand même du long travail de regrouper tous ces gens-là ensemble. Puis on y est arrivé cette année, donc c'est vraiment une super belle avancée pour tout le réseau. Parfait. Ouais, puis tu parles justement du fait que tu es fier du Québec parce qu'on a quand même des particularités. Est-ce que, justement, on parle du fait que les Fab Labs, c'est un réseau mondial.
qui s'attaquent avec des enjeux locaux, des fois. Comment tu vois cette dynamique-là entre le côté plus local, ancré dans sa communauté d'un Fab Lab, mais en même temps qui soit lié à comme un réseau mondial de laboratoires qui ont la même mission à peu près? Mais ce qui est intéressant, d'être à l'intérieur d'un réseau, c'est qu'on peut s'appuyer sur l'intelligence collective de tous ces gens-là. Si on est près de 2000 labs dans le monde, ben, on le multiplie par des nombres d'usagers. Mais ça, c'est toute l'intelligence qui est regroupée quelque part, qui est partagée au travers le monde. Donc, on a une intention volontaire de documenter puis de partager. Donc ça, c'est vraiment fort, je dirais, au niveau du réseau. Au niveau de ce qui se passe au Québec, je trouve qu'on vient vraiment ajouter une dimension très sociale. Partout dans le monde, il y a une volonté que le citoyen ait accès au Fab Lab. Mais je pense qu'ici au Québec, on met triplement l'effort à ça. Il y a quelque chose, on dirait, dans notre ADN qui nous porte à vouloir développer ça pour les citoyens, pour les gens. Il y a beaucoup d'initiatives qui partent du bas, qui partent des gens. Donc ça aussi, je trouve ça très intéressant. Puis je trouve que le Québec se démarque à ce niveau-là. Comparé, mettons, aux États-Unis, où ce serait... mettons, c'est quoi qui est différent là-bas? Ou... Mais souvent, les Fab Labs vont être liés à des chaires de recherche. Donc, on va souvent... des chaires de recherche ou des universités. Donc, on est dans un contexte souvent qui est très académique. Ici, on voit beaucoup de Fab Labs émerger dans les organismes communautaires, dans les bibliothèques, par exemple. C'est sûr qu'en ailleurs dans le monde, on en voit un peu partout dans les bibliothèques, mais je trouve qu'au Québec, ça se développe très, très vite. Le milieu de la bibliothéconomie a vraiment capté l'intérêt que ça pourrait avoir pour le citoyen. Puis en tant que lieu citoyen, mais il n'est pas mieux placé que la bibliothèque pour l'accueillir, à mon avis. On a parlé de façon plus large de la culture maker, des Fab Labs, mais pour se faire une idée de ce que tu fais, mettons, là, en ce moment, en tant que... au quotidien, c'est quoi le travail d'un responsable de Fab Lab? Eh ben, c'est assez varié. Je dirais que il n'y a pas un Fab Lab qui va être pareil. C'est sûr que dans l'institution où on est, je pense que mon rôle, c'est vraiment un rôle de vision puis d'administration. Donc, c'est vraiment deux volets. Je suis beaucoup moins sur le plancher que je l'étais, par exemple, chez Ecofab, à mon ancien laboratoire, là, où j'étais avec les usagers au moins 50% de mon temps. Ici, c'est moins possible. La structure institutionnelle fait en sorte que j'ai beaucoup plus de tâches administratives que j'en avais dans le passé. Beaucoup de tâches de formation. On est une beaucoup plus grosse équipe que les équipes que j'ai eu la chance de côtoyer avant. Donc, il faut passer le flambeau à d'autres personnes. Puis ça occupe aussi beaucoup de mon temps. Fait que c'est un peu dans la continuité de faire connaître les Fab Labs, pousser une vision, mettons, du Fab Lab. Là, à partir d'une institution qui est quand même une grande institution, qui est la grande bibliothèque des Bibliothèques Archives nationales du Québec. Oui. Donc, je dirais que ça se rapproche peut-être un peu plus d'un métier de chargé de projet que dans d'autres contextes où je serais peut-être plus proche du métier de designer. OK. Où tu serais vraiment appelé à faire les... Oui, je suis un peu plus loin de la machine, un peu plus loin de la fabrication, mais au travers de l'équipe, je suis encore aussi proche. Oui. Bon, j'imagine que tout ça, justement, là, tu travailles comme Fab Manager. C'est un milieu qui j'imagine, qui évolue très rapidement. Tu sais, on sait que les technologies évoluent très rapidement. Comment tu fais, par exemple, en tant que professionnel ou même avant, c'est quoi tes stratégies pour rester à l'affût puis te maintenir à jour sur les nouvelles pratiques en Fab Lab? Puis... c'est sûr que j'ai la chance de participer à des congrès. Donc ça, c'est l'élément principal. À chaque année, il y a une rencontre internationale des Fab Labs. Puis tout le monde se rencontre. Donc ça, c'est vraiment un lieu où on échange puis qui est vraiment inspirant sur une nouvelle pratique. Sinon, je dirais que c'est au travers de ma pratique personnelle ou au travers de mon entreprise. Donc, je vais développer des projets avec des clients ou pour moi-même. Puis c'est au travers de ces projets-là que je vais faire évoluer ma propre pratique. Puis après ça, que je peux en discuter avec mon équipe. Tu parlais de ton entreprise. Tu peux-tu nous en parler un peu?
brièvement, juste c'est quoi que vous faites? Puis... Oui, mais en fait, j'ai créé en 2017 MTH, qui est une entreprise de design numérique, je dirais. Là, je me spécialise vraiment en tout ce qui est fabrication numérique. J'ai beaucoup fait de meubles interactifs pour différents clients. Donc c'est pas mal ça. C'est pas une entreprise, c'est pas une job à temps plein, je dirais. C'est vraiment quelque chose que je garde à côté pour me permettre de rencontrer des gens inspirants puis me permettre de m'annexer à des projets au travers un autre chapeau que celui que j'aurais à BANQ. Cool. Fait que là, on va se lancer un peu dans ton parcours scolaire. Mais avant, on va faire un petit retour vers le passé. Je me demandais si tu pouvais nous décrire un peu le Mathieu du secondaire. Le Mathieu du secondaire est indescriptible. C'est un petit gars très introverti. J'ai été bullié beaucoup, donc j'étais très introverti, très antisocial. Ça m'a pris beaucoup de temps avant de savoir qu'est-ce que je voulais faire puis vers quoi je voulais aller. Donc un petit gars qui sait pas trop qu'est-ce qu'il veut faire, qui sait pas trop où il s'en va, gothique aussi. Oh. Cool. Donc c'est pas mal ça, le petit garçon du passé. Fait que le petit garçon du secondaire qui est introverti a finalement été au cégep Marie-Victorin pour faire des études en design de mode. Oui. Puis dans le fond, je me demandais, est-ce que c'est les études en design de mode qui t'ont mené vers le milieu des Fab Labs? Je dirais que c'est une combinaison de tout mon parcours. OK. Donc j'ai commencé par le design parce que j'avais une envie de créer. Donc, puis le design de mode, en même temps, ça te permet d'avoir une vision sur ton individualité ou une espèce de contrôle sur ce que tu portes, sur ton individualité. Ça te permet, à mon avis, d'avoir une approche complètement différente à ce que tu touches le plus dans une journée, donc tes vêtements. Donc, ça m'a beaucoup intéressé. Donc, j'ai fait ce parcours-là à Marie-Victorin. Ouais. Puis j'ai travaillé dans le milieu un peu. Je trouvais qu'il me manquait un peu de consistance. J'avais comme un besoin de savoir qu'est-ce qui se passait dans le monde puis comment que le monde fonctionnait. Fait que je me suis inscrit à un bac en sciences politiques. Okay. Puis je me suis spécialisé en relations internationales. Ensuite, j'ai poursuivi à ma maîtrise. J'ai fait une maîtrise en droit international et politique internationale dans laquelle je me suis spécialisé sur les droits de l'homme en Amérique latine. Okay. Quand on a un regard de politologue sur le monde, on a un regard qui est très, très, très macro. Puis soudainement, sa capacité d'avoir de l'impact sur le monde se dissout au travers toute cette machine-là qui est en place autour de nous. Puis, à mon avis, ça nous donne une sorte de cynisme. Soudainement, on n'a comme plus de pouvoir sur le monde, on n'a plus de pouvoir de changement, parce que tout est tellement macro, historique, méta-économique, qu'on finit par se perdre dans tout ça, puis on perd notre possibilité d'impact. Par contre, le design, lui, c'est à l'inverse, à mon avis. En revenant au design plus tard, puis dans les Fab Labs, ça me redonnait cette capacité-là d'avoir un impact sur ma communauté, d'avoir un impact sur l'individu. Autant dans une perspective de transformation, parce que les Fab Labs veulent changer le monde. À mon avis, c'était comme le meilleur des combinaisons. C'est super intéressant. Puis dans le fond, c'est ça. Autant j'imagine que les études en design de mode t'ont servi par la suite, admettons, pour tes études pour le Fab Academy ou Fabrique Academy. Bon, le lien est assez direct. Je me demandais, ou plus facile à imaginer, mais par exemple, les études, tu parles des études en droit international, droit de l'homme, y a-tu quand même des enjeux que tu as vus dans tes études que tu retrouvais justement dans l'aspect plus social des Fab Labs? Absolument. Tu sais, il y a beaucoup de Fab Labs ailleurs dans le monde qui vont développer des projets super concrets. Par exemple, je sais pas moi, un brûleur autosuffisant en Afrique.
pour des communautés éloignées qui partent de leur propre innovation dans le Fab Lab, puis qui sont très, très, très utiles pour eux à ce moment-là. Puis c'est vraiment ça que je trouve intéressant, c'est que le Fab Lab permet de donner la capacité à ces gens de créer leur propre solution. Personne qui va venir de l'extérieur pour le faire pour eux ou leur imposer une solution. Puis ça, je trouve que c'est très intéressant. Super intéressant, oui. Tu peux-tu nous parler un peu des valeurs qui t'ont propulsé dans le milieu des Fab Labs, que tu retrouves, qui sont des valeurs plus personnelles, par exemple? Bien, évidemment, je pense que l'idée de partage, l'idée de trouver des solutions, je pense que c'est central dans mon envie de travailler dans les Fab Labs. Le fait d'être capable de le faire parce que j'ai accès à des machines, parce que j'ai accès à des matériaux, parce que j'ai accès à un réseau de gens qui connaissent des choses que moi je connais pas. Ça, je pense que c'est fondamental. Je pense que je suis quelqu'un qui a envie de changer le monde. Puis ben, le Fab Lab, c'est le meilleur endroit pour le faire. On parlait de design tantôt un peu, justement, de passer de l'idée à l'objet. Là-dedans, il y a aussi une grosse proportion, j'imagine, où un peu comme le travail d'un artiste, un designer, bon, on va chercher à s'inspirer de différentes façons. Toi, as-tu des sources d'inspiration qui sont redondantes ou vers lesquelles tu vas souvent ou des inspirations qui se reflètent dans ton travail de designer? Je sais pas, ça dépend vraiment du projet dans lequel je vais me lancer. Surtout quand on travaille au travers d'une entreprise, on travaille avec des clients, donc c'est pas tout le temps notre vision à nous. Je suis pas j'ai pas une pratique artistique comme les artistes avec un grand A. Là. Je voudrais pas me prétendre approcher ça. Donc moi, j'ai vraiment une vision qui est pragmatique. Donc ce que je veux développer, ce que je veux créer doit servir à quelque chose. Puis c'est sur cette base-là que je vais m'inspirer, sur la base de ce que mon collaborateur, mon client a besoin, dans quel contexte. Puis on va faire des brainstorms. Moi, ce que j'aime, c'est m'inspirer des gens avec qui je collabore, puis de créer quelque chose qui est commun. C'est ça, ben ça va un peu avec ce qu'on disait, dans le fond, si de la même façon que dans le travail d'artiste, est-ce que, on retrouve ça un peu, les artistes vont développer des fois des obsessions, ils ont comme... c'est-tu quelque chose qu'on retrouve dans la pratique des makers, justement? Ben, je pense que oui. Quand on découvre une nouvelle technique ou une nouvelle machine, ben, on ouvre 10 000 portes. Chaque fois qu'il y a un nouvel équipement qui rentre au lab, ben là, il y a comme 20 000 opportunités qui arrivent. Puis là, l'obsession commence. OK. Ben, oui. Parfait. Fait que ça va dépendre un peu aussi de ce que les machines offrent comme truc. Puis, absolument. Puis si on spécialise aussi, tu disais que toi, tu étais plus généraliste dans ton approche. Fait que si quand quelqu'un va se spécialiser, ben là, on pourrait dire que c'est un peu plus de tendre vers une obsession, vers avoir un dada, par exemple. Oui, absolument. Mais tu sais, en même temps, quand on est un maker, à mon avis, on aime beaucoup découvrir des nouvelles choses, on est curieux. Fait qu'on rentre facilement dans l'obsession. D'une façon positive. De créer de façon... Bon, fait que oui, donc là, on se trouve présentement, ou du moins au moment de l'enregistrement de cet épisode, dans un contexte de pandémie mondiale qui va chambouler un peu, pas mal tous les aspects de nos vies. Est-ce que pour toi, justement, ce contexte-là peut être considéré comme une opportunité pour les makers et les makers? Ou est-ce que ça freine la capacité de créer, le fait de se retrouver dans une... Je sais pas si ça freine la capacité de créer, mais c'est sûr que ça freine la capacité de se rencontrer. Ouais. Surtout en personne. Bon, évidemment, le numérique prend de plus en plus de place, donc nous permet de nous rencontrer d'une autre façon, mais l'accès à la machine est un petit peu plus difficile. Ouais. Donc c'est sûr que je peux pas inviter les gens, les usagers, à venir fabriquer une chaise au lab. C'est plus possible dans le temps de pandémie. Par contre, les équipes internes un peu partout dans le monde ont vraiment développé toutes sortes de solutions. Je pense par exemple à Ecofab qui a construit des visières, beaucoup de visières pour un hôpital à Montréal, donc ils ont contribué activement à leur communauté. Dans certains pays, si les Fab Labs n'avaient pas été là pour imprimer des objets médicaux, pour aider les hôpitaux à s'équiper,
ben ça aurait été beaucoup plus difficile pour eux d'acquérir de l'équipement. Fait que je dirais pas que la situation de pandémie est une opportunité, mais je pense que les Fab Labs ont bien répondu, puis ont respecté leur engagement envers la communauté en étant dès le départ présent. Je pense que c'est un bel exemple, le truc des visières, justement pour montrer comment ça répond à un besoin immédiat, tu sais. Puis la réponse a été... Je pense que ce qu'on a vu aussi avec les Fab Labs, c'est que la réponse a été beaucoup plus rapide que certaines compagnies, tu sais, qui ont dû se lancer dans une production. C'est beaucoup plus compliqué quand tu as une grosse entreprise versus là, les laboratoires ont quand même été capables, je pense, de se positionner rapidement. Absolument, vraiment très rapidement. Il y a certains Fab Labs dans des pays où c'est plus difficile d'avoir accès du matériel médical qui sont devenus des centres de tests du COVID parce qu'ils ont pu construire l'équipement nécessaire pour les tests dans leur contexte. C'est sûr qu'au Québec, je n'ai pas l'impression que ça va arriver, mais dans les contextes de certains pays où les infrastructures sont beaucoup plus rares, ben le Fab Lab va remplir un rôle majeur à ce niveau-là. Oui, dans le fond, c'est que ça donne l'opportunité aux citoyens de répondre par eux-mêmes à des besoins que des fois, dans certains gouvernements, ne seront pas capables. Mais avec un Fab Lab, le citoyen est peut-être capable de créer ses propres solutions. Exactement. Ça, c'est super intéressant, surtout dans le contexte de pandémie. Ben justement, pour en temps de pandémie, est-ce que tu peux donner des trucs? Là, on n'a pas accès aux machines au square ou on n'a pas... mais si, par exemple, je suis à la maison, moi, en ce moment, puis j'ai envie de développer mes compétences de maker ou j'ai envie de me pratiquer à faire des projets puis tout, quel conseil tu me donnerais? Ben, c'est sûr qu'il y a toute une variété de logiciels ouverts sur lesquels on peut se tourner. Moi, je pense que le meilleur conseil que je donnerais à quelqu'un qui a envie de devenir un maker, c'est de découvrir l'univers 3D. La 3D va devenir votre meilleur ami. Développer des objets en 3D, développer une capacité d'avoir une vision 3D des objets, ça nous donne une compétence exceptionnelle après ça pour pouvoir faire des objets, puis répondre à nos propres besoins de plus en plus rapidement, avec de plus en plus de précision. Donc, moi, je dirais qu'on se met tous sur nos ordinateurs, puis on apprend à faire de la modélisation 3D. Ça revient un peu à ce qu'on disait. On avait eu d'autres invités, par exemple, Michael, qui parlait de jeux vidéo, puis qui disait justement, qu'Internet permettait beaucoup l'accès à juste des tutoriels. Fait que ça, c'est peut-être une façon, justement, peut-être pour les personnes qui voudraient commencer à penser à des projets qu'ils pourraient venir faire, mais déjà commencer peut-être à aller travailler à la maison, plus au niveau du sketch. Absolument. C'est sûr que d'apprendre un nouveau logiciel, c'est jamais... ça se passe pas en 2 secondes, ça prend un certain temps. Par contre, comme tu dis, il y a tellement de documentation qu'on peut vraiment apprendre presque n'importe quoi sur Internet, si on a un peu de débrouillardise puis beaucoup de patience. Donc, on va passer à notre section qui est les questions du public. Donc, on a le public qui nous a écrit des questions qu'on va te poser. Donc, la première question, est-ce que les Fab Labs sont écologiques? Ça dépend lesquels. Je dirais qu'en principe, oui. Après ça, c'est sûr qu'il faut avoir une intention réelle et active de vouloir l'être. Parce que produire des choses qui sont pas utiles, ça va arriver en Fab Lab. Après ça, on peut se questionner sur l'utilité. Est-ce que si on crée quelque chose qui n'est pas utile, mais qui nous a permis d'apprendre, ça devient utile à mon avis. Par contre, c'est sûr qu'il faut vraiment porter un regard critique sur la gestion de nos déchets, sur la rapidité à laquelle on va passer vers une machine aussi. Parce que souvent, on a vraiment le goût de passer vite à la machine, puis des fois, ça marche pas parce qu'on va être trop rapide. Dans l'ordinateur, on crée pas d'empreinte. On en crée une, mais on n'a pas de déchets à gérer. Donc, je dirais de bien se préparer, de bien préparer nos usagers à l'avance, puis de respecter la matière principalement. Respecter toutes nos matières premières, d'avoir ça en tête quand on développe nos objets. Parfait. Tu parlais d'utilité, justement, on a une autre question de
de quelqu'un du public qui demande est-ce qu'un Fab Lab, ça sert juste à faire des trucs utiles, entre guillemets? Utile entre guillemets. Non, pas du tout. Je pense que la question d'utilité, c'est une question qui est subjective. Moi, je pense que si on accomplit des objectifs d'éducation, ben c'est utile, très utile. Puis ensuite, moi, je suis qui pour juger de l'utilité d'un objet dans la vie de quelqu'un d'autre? Donc, je pense que c'est une discussion à avoir avec nos usagers. On peut avoir un regard critique, mais je pense qu'on n'a pas de réponse absolue à donner. Oui, puis ce que je comprends aussi, c'est que l'utilité, c'est pas juste ce à quoi l'objet va servir après, mais que le processus à travers la création de l'objet qui devient aussi utile pour la personne qui... Absolument, j'aurais pas pu le dire mieux que ça. C'est bon. Autre question du public. Si on n'a pas de projet en tête, mais qu'on est curieux sur les Fab Labs, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut venir voir un technicien en nouvelles technologies ou un médiateur, puis eux autres, ils vont vous en trouver des idées. Bien dit, j'aurais pas dit mieux. Il y a une autre question qui est quel est le public cible des Fab Labs? Les étudiants en ingénierie, les artistes, les bricoleurs? Tout le monde. Ce qui est intéressant d'un Fab Lab, c'est de faire orbiter dans un même lieu tous ces gens-là. Donc, un ingénieur soit en contact avec un curieux ou un débutant, ça va apporter autant à l'ingénieur qu'à l'individu qui est débutant. Donc, puis c'est ça, c'est l'espace, c'est l'esprit qu'on veut mettre en place dans un Fab Lab. C'est la cohabitation de tous ces publics-là, puis les innovations qui vont sortir de cette cohabitation-là. C'est qu'il y a des effets qu'on ne prévoit pas, mais des fois, le fait de mélanger des gens de différents horizons, un géographe avec... on s'attend pas, mais il... Absolument, on veut surtout pas planifier. Il ne faut pas être nécessairement un très grand enthousiaste ou initié aux technologies pour... apporter quelque chose au Fab Lab, si je comprends bien. Absolument. Je pense que le débutant ou le néophyte va apporter autant, si même plus, aux gens qui ont une connaissance X de la technologie par son esprit critique, souvent. Va avoir un regard complètement différent sur l'objet, sur son utilité, sur la façon dont il va vouloir l'utiliser. Fait que je pense que c'est même une force d'avoir puis d'offrir des services aux curieux. OK. Fait que les curieux sont bienvenus au Fab Lab. Venez. La dernière question du public, c'est qu'est-ce que je peux apporter au Fab Lab en tant que cadeau et qu'est-ce que le Fab Lab peut m'apporter? C'est quand même une grande question. Mais en fait, en tant qu'ado, tu peux développer tes propres solutions. T'es maître et de ton apprentissage et de ce que tu crées. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui répond à un ado en 2020. J'en suis plus un depuis très longtemps. Donc moi, j'aime ça voir les ados développer leurs propres solutions, développer leurs propres projets, peu importe lequel. Il n'y a pas de petits projets, puis il n'y a pas de gros projets dans un Fab Lab. Cool. Merci beaucoup, Mathieu. Ça conclut l'entrevue, la partie des photos. Fait que j'imagine, on te retrouve au Square. Sinon, où est-ce qu'on peut te retrouver ou où est-ce qu'on peut suivre? Moi, je pense que la meilleure façon, c'est vraiment de venir au Square. Parfait. Merci beaucoup. Puis, bonne journée. Bonne journée. Le Square est un espace de création numérique pour les adolescents du Québec de 13 à 17 ans. Nous avons à votre disposition du matériel de création numérique et du personnel qui peuvent vous aider dans votre cheminement artistique et technologique. Je tiens à vous rappeler que vous pouvez utiliser notre espace physique à la Grande Bibliothèque et nos ressources en ligne au square.bnq.qc.ca. Vous pouvez nous contacter par courriel, Facebook et Instagram, il nous fera plaisir de répondre à vos questions. Toutes nos informations se retrouvent sur notre site web. Merci et à la prochaine!